Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Salut Laurent. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Science en question. Au programme, la découverte d'un super pouvoir de la nature. Figurez-vous qu'elle est capable de reprendre des forces et de surmonter certaines menaces. Oui, mais à quelles conditions? Quels enseignements tirer de l'observation de la nature? Et cette faculté peut-elle sauver toute la biodiversité? Dans la suite de l'émission, vous découvrirez pourquoi certains écosystèmes sont plus résistants que d'autres, quelles sont les espèces les plus vulnérables et quelles actions sont efficaces pour rétablir l'équilibre. On découvre tout ça avec nos invités. Commençons cette émission en faisant le point sur l'état de santé de la biodiversité. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Franck Courchamp pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes écologue et directeur de recherche au CNRS. Et alors, première chose, quand on entend parler de biodiversité, on imagine souvent une savane avec plein d'animaux, une jungle foisonnante. Pourtant, la biodiversité, c'est plus large que ça. Alors, ça regroupe quoi finalement ? La biodiversité, ça regroupe tout le vivant sur Terre. Le concept est assez simple. La biodiversité, c'est la diversité biologique, la diversité du vivant à tous les niveaux d'organisation. On parle souvent du nombre d'espèces, mais ce n'est pas forcément que le nombre d'espèces et ce n'est pas forcément que dans la savane africaine. On distingue 3 niveaux de biodiversité. Alors, le niveau qu'on connaît le mieux, c'est le nombre d'espèces, la richesse, la biodiversité qu'il y a dans une ville, par exemple, ou qu'il y a dans votre jardin, ou qu'il y a en France. C'est le nombre d'espèces qu'il y a dans cette ville, parce qu'il y a des espèces vivantes dans les villes, ou qu'il y a dans votre jardin, le nombre de plantes, le nombre d'insectes, etc., ou dans un pays. Mais il y a aussi la biodiversité qu'on appelle biodiversité génétique, à l'intérieur d'une espèce. Les individus ne sont pas tous les mêmes, il y a une certaine diversité biologique. Par exemple, ici, on est tous humains de la même espèce, mais on ne se ressemble pas. Enfin, on se ressemble un petit peu, mais on n'est pas des clones. Il y a une certaine diversité. Il y a des espèces pour lesquelles il y a moins de diversité. On cite souvent les guépards, qui sont beaucoup plus proches, il y a une diversité moins riche à l'intérieur de l'espèce. Et puis, au-delà de l'espèce, il y a un autre niveau plus élevé, c'est la diversité des écosystèmes. Dans un paysage, on peut avoir un seul écosystème, ou 2, ou 3, ou 4. C'est différents niveaux de biodiversité. On en reparlera un peu plus tard. Alors, c'est plus un secret pour personne, mais la biodiversité décline. À quel point elle décline en ce moment ? Alors, elle décline énormément. On estime actuellement qu'on a à peu près un quart de la biodiversité qui est menacée d'extinction. Il y a déjà beaucoup d'espèces qui se sont éteintes. Et on est à un niveau d'accélération en plus de ces menaces. On entend beaucoup parler aussi, quand on parle de biodiversité, de 6e extinction de masse. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, une extinction de masse, il y en a déjà eu 5. La dernière, vous la connaissez tous, c'est l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Une extinction de masse, ça doit remplir 3 critères. Il y a une définition bien précise. C'est très précis scientifiquement. Le premier critère, c'est qu'il faut qu'il y ait énormément d'espèces qui soient menacées. Une part très importante de la biodiversité, on parle de 75% à peu près. Deuxième critère, il faut que ce soit global. Il faut que ce soit à la fois dans les mers, sur les terres et au niveau de la planète. Et le troisième critère, il faut que ce soit très rapide à l'échelle géologique, c'est-à-dire moins d'1 million d'années. Alors là, on n'est pas vraiment dans la 6e extinction de masse parce qu'on n'a pas encore les 3 quarts de la biodiversité qui a disparu, heureusement, sinon on ne serait plus là. Mais à la vitesse à laquelle vont les choses et vu ce qui est déjà menacé, on peut dire qu'on est vraiment sur le seuil. On est à l'aube de la 6e extinction de masse. Et qu'est-ce qu'il y a après une extinction de masse ? Alors, ce qu'il y a après, la bonne nouvelle, c'est que la biodiversité, qui est très résiliente, va rebondir, elle va repartir à des niveaux équivalents, ou peut-être un peu moins, ou peut-être un peu plus. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va prendre à peu près 1 million d'années, et donc on ne sera plus là pour voir toutes ces nouvelles espèces qui vont naître, qui vont être créées et qui n'existent pas actuellement. Et quelles sont les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité ? Alors on parle classiquement de 5 grandes menaces qui constituent ce qu'on appelle les changements globaux, parce que ce sont des menaces qui sont à l'échelle planétaire. Le premier, c'est la destruction des habitats, déforestation, destruction des récifs coralliens, etc. Le deuxième sont les invasions biologiques. Le troisième, c'est la surexploitation des espèces, qui est tout simplement l'exploitation des espèces à un taux supérieur à leur taux de renouvellement. C'est la surpêche, par exemple ? Par exemple, la surpêche ou par exemple la déforestation. C'est pas tellement important d'exploiter les espèces si on le fait à des taux raisonnables, parce que les espèces se renouvellent, les populations se renouvellent, etc. La quatrième, c'est la pollution, et la cinquième, c'est le changement climatique.
La pollution, c'est... pollution des airs, la pollution des eaux, la pollution des sols. Donc ça peut être les hydrocarbures, ça peut être le plastique qui est dans l'océan, les pesticides, etc. Et beaucoup de ces menaces sont d'origine anthropique en fait. Toutes ces menaces sont d'origine anthropique. Les menaces, oui. Les 5 menaces. Il n'y a pas de menace sur la biodiversité qui soit naturelle, sinon ça fait partie des écosystèmes. Par exemple, la prédation, ce n'est pas une menace pour la biodiversité, ça fait partie des écosystèmes. Les feux dans les forêts, quand ils sont, on va dire, raisonnables, qui sont à des taux normaux, c'est pas une menace. On va continuer. Là, on part à la rencontre du public. Comme d'habitude, on les a questionnés sur un mot mystère. Pour cette émission, nous avons choisi le mot écosystème. Écoutez ce que ça leur évoque. Écosystème, c'est un ensemble, je pense, de flore et de faune, non? C'est tout ce qui concerne l'environnement auquel on appartient. Oh, écosystème, oui, c'est un peu, enfin, c'est vaste. Je sais pas, l'interaction entre tout ce qui vit. C'est un ensemble d'organismes vivants qui vivent sur un milieu donné et l'alliance de ce milieu et des êtres qui y vivent. On a l'écosystème terrestre, l'écosystème marin, l'écosystème aérien, vraisemblablement. Le jardin des plantes, c'est un type d'écosystème. Sinon, tout ce qui est milieu humide, milieu désertique, et oui, et la ville aussi, du coup. Des écosystèmes naturels que l'on perçoit et que l'on ne perçoit pas. Il y a des écosystèmes sociaux. Ce quartier, là où nous sommes, c'est un écosystème. Il y a des voitures qui passent avec du carburant qui vient de pays lointains. Il y a des moteurs fabriqués on ne sait où. Il y a toute une chaîne. La mer, la terre déjà, enfin les deux principaux. Et puis sinon, dans la mer, il y a le corail peut-être. Et la terre, il peut y avoir la jungle ou... je sais pas si ça compte l'urbain, enfin l'humain quoi. Et la forêt, je l'ai dit ou pas? Le désert, plein d'endroits. Ils sont plutôt bons, hein, finalement, les gens qu'on a interrogés. Oui, il y en a qui ont l'air assez calés sur la question. Alors, biodiversité, c'est un peu comme... écosystème, c'est un peu comme biodiversité, c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces. C'est quoi, finalement, un écosystème ? Là encore, le concept est assez simple, c'est un système écologique. Alors qu'est-ce que c'est que l'écologie? À ne pas confondre avec l'écologisme, moi je suis écologue, je ne suis pas écologiste. Donc l'écologie, c'est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Leur milieu, ça peut être le milieu solide et ça peut être les autres espèces. Et donc c'est un système d'êtres vivants en interaction entre eux et en interaction avec leur milieu. Donc des écosystèmes, il y en a une diversité énorme. On parlait de biodiversité, donc il y a une diversité des écosystèmes. Donc la jungle, la forêt, les récifs coralliens, effectivement. Les premiers qui me viennent en tête. Voilà, mais il y a effectivement la ville qui est un certain type d'écosystème auquel certaines espèces sont adaptées. Et puis il y a des écosystèmes auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, notre peau est un véritable écosystème d'une faune et d'une flore microscopique. Notre intérieur, ce qu'on appelle le microbiote, c'est un écosystème de bactéries qui interagissent les unes avec les autres et qui interagissent avec le milieu qui est notre estomac, par exemple. Et puis, une petite mare, ça peut être un écosystème. Et puis, si vous prenez un pot et puis que vous mettez de l'eau et puis que vous mettez quelques poignées de terre dedans, au bout d'un moment, vous allez avoir un véritable écosystème qui va se développer. Donc les écosystèmes, c'est à toutes les échelles. C'est juste un système d'êtres vivants en interaction. Et est-ce qu'il y a des écosystèmes qui sont plus menacés que d'autres? Alors oui, il y a des écosystèmes... tous les écosystèmes sont menacés à différents niveaux. Il y a des écosystèmes identiques qui sont plus ou moins menacés selon les continents, par exemple. Et puis, il y a des écosystèmes qui sont beaucoup plus menacés que d'autres. En général, les écosystèmes aquatiques, d'eau douce, les rivières, les mares, les lacs, les mangroves, qui sont des écosystèmes de forêt avec les racines dans l'eau, les écosystèmes coralliens dont on a parlé tout à l'heure. En général, les marais, tous ces écosystèmes qu'on a asséchés il y a quelques siècles pour faire de l'agriculture, par exemple, sur notre continent, tous ces écosystèmes-là sont beaucoup plus menacés que les autres. On va quand même rassurer les gens qui nous regardent, parce que tout n'est pas foutu. La biodiversité et les écosystèmes sont pleins de ressources. Certains sont même doués de résilience. Voyons ce que ça donne grâce à quelques exemples dans le Science en Action.
Alors Lorraine, avec toi, on va parler de forêt d'algues, de bisons pas très futés et de loutres trop mimi. Ouais, alors on voyage d'abord dans le temps et l'espace, direction les plaines américaines au 19e siècle. C'est les westerns, c'est la conquête de l'Ouest et les bisons. Le bison, ça symbolise l'Amérique et pourtant il a failli disparaître au 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé, Franck? Alors le bison, c'est un exemple assez frappant d'une espèce qui était vraiment sur tout le continent, qui était très très bien représentée. Il y avait énormément, on estime entre 60 et 100 millions de bisons. Sur le continent nord-américain? Voilà, quand la conquête de l'Ouest a commencé. Et puis avec les guerres... Voilà. Avec les guerres amérindiennes, donc là, fin du 19e plutôt, les colons européens ont décidé de tuer les bisons, qui étaient non seulement la subsistance, mais aussi représentaient la culture des Indiens. Et là, ils se sont mis à tuer les bisons à une échelle industrielle. Et en quelques décennies, 20-30 ans, on est passé de 60 millions au bas mot à quelques centaines d'individus, 500 individus. Alors je disais que le bison n'était pas très futé, c'est plutôt l'homme qui est vraiment pas futé. Dans le cas présent, alors c'était assez cynique, hein, c'était assez futé pour lutter contre les Indiens, mais c'est quand même assez cynique parce qu'on a décimé... on peut prendre l'image de 60 millions, c'est à peu près l'échelle de la population en France, de la population humaine en France. Et 500, 600 individus, c'est un petit hameau, un petit village. Et ça en moins d'un siècle? En moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Et finalement, on a décidé d'arrêter de les chasser? Oui, alors on n'a pas décidé de faire quelque chose d'extraordinaire pour les sauver ou d'extraordinairement compliqué. On a juste arrêté de les tuer. Et donc ça, c'était fin du 19e siècle, donc il n'y a même pas 150 ans. Et on en est maintenant à peu près 350 000 bisons. Donc ils ont vraiment récupéré alors que ce sont des animaux qui se reproduisent pas. C'est pas des lapins, c'est pas des souris. Il n'y a pas des portées tous les 6 mois. C'est quelque chose qui va assez lentement. Donc l'exemple du bison, c'est un exemple assez fort pour montrer que même une espèce qui se reproduit pas très vite peut quand même récupérer si on lâche la pression. Et pourquoi on a arrêté justement de les chasser? C'était pour quelle raison? Alors il y a eu un élan de conservation en Amérique du Nord. C'est là que la biologie de la conservation est née en fait, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et donc il y a des gens qui ont commencé à pousser les pouvoirs politiques à soit créer des réserves naturelles comme le Yellowstone, soit à passer des lois pour arrêter, pas pour protéger forcément. Enfin, la protection de la nature, en fait, c'est un petit peu bizarre comme terme. On n'a pas besoin de protéger la nature de nous-mêmes. C'est comme si on disait... Nous, on se fixe nos limites. Exactement. En fait. C'est comme si on disait un bully dans une cour de récréation, il faut que tu protèges les autres de toi-même. En fait, non, il faut juste qu'on arrête par exemple, de tuer tous les bisons et ils vont revenir tout seuls. On va prendre un autre exemple, toujours en Amérique du Nord. Là, c'est un système à 3 acteurs cette fois. La loutre, les oursins et la forêt de kelp. Alors, on s'approche presque d'une fable de La Fontaine. Mais là, qu'est-ce que c'est déjà le kelp, pour bien comprendre? Alors, les forêts de kelp, ce sont des forêts sous-marines d'algues. On est sous l'eau. On est sous l'eau, on est au large de Los Angeles, de San Diego, on est sur le Pacifique. Et il y a des écosystèmes très particuliers qui sont des espèces de colonnes d'algues, comme les algues sont accrochées au fond mais flottent. En fait, ça fait des pylônes d'algues et c'est assez magnifique, mais c'est surtout un écosystème très riche en invertébrés, en coquillages, en oursins, en poissons et aussi en petits mammifères ou gros mammifères. Il peut y avoir des phoques, il peut y avoir des loutres. J'ai cité la loutre et là, il est encore question d'un animal qui a été chassé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la loutre dans ces forêts de kelp? Alors la loutre a été chassée en même temps que le bison, principalement pour sa fourrure, mais aussi favorisée parce qu'on avait peur qu'elle mange tout le poisson et donc les pêcheurs étaient plutôt favorables à essayer de les éliminer. Et en fait, la loutre a été complètement anéantie. La loutre marine, il n'y avait plus du tout de loutre, quasiment plus. Et la conséquence, ça n'a pas été l'augmentation des bancs de poissons? Eh bien non, ça a été même le contraire. Assez rapidement, il n'y a plus de poissons du tout. Et en fait, il n'y avait plus même de ces forêts de kelp. Il n'y avait plus d'algues, plus de végétation. Et plus d'algues, plus de végétation, plus de vie animale et notamment plus de poissons. Et ça, comment ça se fait? C'est quoi le lien entre la loutre et les algues?
Alors le lien, il est indirect. En fait, les loutres, elles ne mangent pas de poissons. Les loutres, elles mangent un peu de coquillages et surtout beaucoup d'oursins. D'accord. Elles mangent les oursins et les oursins sont des herbivores. Ce sont des animaux, hein, les oursins. Ce sont des herbivores de kelp. Donc les oursins mangent le kelp. Et quand il n'y avait plus de loutres pour tuer les oursins, pour contrôler les oursins se sont mis à exploser. Il y en avait partout et ils ont détruit complètement les forêts de kelp. Alors c'est un petit peu particulier parce que normalement les herbivores ne peuvent pas détruire leurs ressources comme ça, sinon ils ne seraient plus là. Et il y a toujours des équilibres qui se font. Il y a des herbivores qui mangent beaucoup de plantes, il y a moins de plantes, du coup il y a moins d'herbivores, du coup il y a plus de plantes, etc. Là ça n'a pas été le cas. En fait ce n'étaient pas des oursins comme les autres, c'était ce qu'on appelle des oursins zombies. Les oursins zombies. Voilà. C'est des oursins zombies. On pourrait croire que c'est de la science-fiction. C'est exactement ça, oui. Donc les oursins zombies, c'est des oursins qui, lorsqu'il n'y avait plus rien à manger, mouraient. En fait, ils ne mouraient pas, ils rentraient en dormance, mais on avait l'impression qu'ils étaient morts. On se disait, bon, bah, c'est bon, il n'y a plus d'oursins, ils sont tous morts. On se dit, il n'y a plus d'algues, donc tous les oursins vont mourir, donc les algues vont pouvoir repartir. Et voilà. Et en fait, comme les oursins rentraient en dormance quand il n'y avait plus d'algues, les algues qui n'étaient plus broutées se remettaient à pousser, du coup les oursins se réveillaient et remangeaient tout. Et donc c'était un système où le kelp ne pouvait pas repartir. Et c'est uniquement quand, pareil, au début du 1910 par exemple, on a commencé à protéger les loutres, à interdire leur chasse. Elles ont commencé à se repeupler, à être présentes, à manger les oursins, à diminuer les populations d'oursins, à permettre au kelp de revenir, qui a donc reconstitué un habitat pour les poissons qui sont donc revenus en masse. Lorraine, tu parlais de Fable de La Fontaine, c'est un peu finalement la même morale dans les deux histoires qu'on vient de raconter. Voilà, c'est La Fontaine croise les zombies. C'est ça. Est-ce qu'on peut arriver à un moment où il y a un point de bascule et on ne peut plus avoir de résilience? Alors oui, ce qu'il faut voir, c'est que les écosystèmes sont en équilibre dynamique. Vous pouvez imaginer un équilibre comme par exemple une bille qui est dans un creux. Donc un équilibre, c'est quand vous faites une perturbation, le système revient au même état. Vous pouvez aussi avoir un équilibre qui n'est pas stable. Donc ça, c'est un équilibre stable, ça revient toujours au même point. Un équilibre pas stable, c'est la bille, elle est sur une petite montagne. Et donc là, si vous faites une petite perturbation, la bille va tomber. Et elle va tomber peut-être dans un autre creux, et donc elle va passer d'un équilibre à un autre équilibre. Vous pouvez aussi avoir un creux et vous faites une grosse perturbation qui fait passer dans un autre équilibre stable. Et, donc il y a un moment où on est sur cette voilà. montagne. Et ça s'appelle des points de basculement. Un point de basculement, c'est quand on crée une perturbation qui n'est pas plus grosse forcément que celle d'avant, mais qui est juste ajoutée à toutes les autres et qui va créer un passage à un autre système. On peut très bien imaginer une petite pile de pièces, et vous savez, quand vous rajoutez des pièces, au bout d'un moment, tout va s'effondrer. Et pourtant, vous avez juste rajouté une pièce, exactement comme toutes les autres pièces. C'est juste qu'on est arrivé à un point de basculement. Et quand on a perdu une espèce, là on parlait des loutres et des bisons, s'il n'y avait plus un seul bison ou plus une seule loutre, on ne pouvait pas faire redémarrer cette espèce-là. Voilà. Donc la nature, elle est résiliente, la nature, elle peut rebondir, elle arrive à rebondir tant qu'on lui laisse quand même des éléments pour le faire. Donc si on est passé soit à un autre état, par exemple, il est possible que les forêts amazoniennes, à force de perturbations, basculent dans des savanes. C'est très difficile pour une savane de redevenir une forêt. Mais de la même manière, s'il n'y avait plus du tout eu de bison ou s'il n'y avait plus du tout eu de loutre, à ce moment-là, il n'y a pas de génération spontanée, elle ne serait pas revenue. Et s'il n'y a pas une autre espèce qui a exactement la même fonction dans l'écosystème, ce qu'on appelle une redondance dans l'écosystème, deux espèces qui ont à peu près les mêmes rôles, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on perd quelque chose qui ne peut pas revenir tout seul. Ça donne de l'espoir ce que vous dites, parce que finalement ça veut dire que si on en a conscience à temps et qu'on agit à temps, on peut quand même réussir à inverser un peu la tendance, quoi. Alors la bonne nouvelle, c'est que la biodiversité peut redémarrer. Je fais attention parce que je veux pas non plus dire, du coup on peut faire n'importe quoi, ça redémarrera. Les espèces qui s'éteignent, elles s'éteignent, c'est fini. On n'est pas dans Jurassic Park, on ne peut pas refaire vivre des espèces qui se sont éteintes. Et encore, on essaye de faire revivre des mammouths. Enfin bon, c'est encore autre chose. Oui, mais c'est pas quelque chose qui écologiquement est viable. Si on voit que c'est difficile de faire repartir une grosse espèce à partir de 4-5 individus, on se doute bien que même si on arrive à faire revivre des mammouths et qu'on arrive à comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils mangent, etc., il n'y a même pas l'écosystème mammouth qui est présent. Voilà. Et quand on parle de résilience, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec le climat aussi? On cherche une forme de résilience? Alors, non. Le climat, en fait, oui, on peut faire pas mal de parallèles, mais pas celui-là. Okay.
comme la crise de la biodiversité, la crise climatique est globale. Les deux sont également néfastes pour l'homme. Les deux sont à grande échelle de temps et d'espace. Et les deux sont réglables par l'homme. Par contre, la crise de la biodiversité, elle est, on va dire, elle a une possibilité de récupérer si on lâche la pression. Alors que le climat, tout ce qu'on peut faire, c'est mitiger et s'adapter. C'est-à-dire que toutes les émissions de carbone qui sont faites, elles sont faites. Il va y avoir un temps de latence entre les émissions de carbone et la température, entre la température et les changements associés, comme l'élévation du niveau des mers, etc. Donc si on arrête tout maintenant, on aura quand même un changement climatique. Moins fort, c'est comme si on fonce dans le mur, il faut quand même freiner parce que l'impact sera moins fort. La biodiversité, c'est carrément, on peut ne pas se prendre le mur ou pas complètement, on se le prend un peu de côté. Alors les deux sont très liés aussi parce qu'il y a des interactions entre les deux. On parlait de feu tout à l'heure. Un feu de forêt, ça va relâcher énormément de carbone dans l'atmosphère, ça va contribuer au changement climatique et le changement climatique va assécher la forêt et va favoriser les feux de forêt. Alors la biodiversité conditionne notre existence sur Terre. On a voulu connaître la relation que les gens entretiennent avec la nature. Donc on leur a demandé à quoi sert la nature. Écoutez leurs réponses. Ah bah si la nature n'était pas là, on pourrait pas tellement respirer, on pourrait pas tellement manger, on pourrait pas tellement avoir de loisirs. Déjà, la nature, comme premier service qu'on utilise, c'est pour l'agriculture, tout ce qu'elle peut nous amener comme nourriture. Après, on a aussi tout ce qui est production d'oxygène. Ça permet de nous développer et de nous reproduire. De vivre aussi, tout simplement. Oui. La nature ne nous rend pas des services, elle est nous. Non pas nous, vous et moi et le caméraman, mais elle est tout. Je pense que c'est nous rappeler qu'on en fait partie. Donc qu'on n'est ni plus ni moins important que ce qu'on voit autour de nous. Alors, comme le disent les gens dans le micro-trottoir, la biodiversité est essentielle à plus d'un titre. On distingue deux grandes valeurs de la biodiversité. Ce sont quoi ces valeurs ? Alors la plus évidente qui a été remise en avant là, c'est ce qu'on appelle la valeur instrumentale ou la valeur utilitaire. La biodiversité, c'est utile pour l'humanité parce que c'est ce qu'on mange. On mange pas des cailloux ou du métal, on mange que des choses qui viennent de la biodiversité. C'est aussi nos matériaux, le bois par exemple. On a l'impression souvent qu'on vit dans le plastique et le métal, mais il y a 2 milliards d'individus sur Terre qui utilisent uniquement le bois comme source d'énergie pour se chauffer ou pour cuisiner. Et puis il y a le cuir, la laine, le coton, le lin, etc. Il y a énormément de choses. Troisième grande catégorie de biens que nous fournit la biodiversité, c'est les médicaments. On pense souvent aux médicaments égale produits chimiques, mais en fait non. Les médicaments, c'est une part très très importante de la biodiversité végétale. Et il y a encore 4 milliards de personnes sur Terre qui utilisent la pharmacopée végétale ou animale comme source principale de médicaments. Donc si on regarde tout ce qui est pharmacopée, tout ce qui est biens, ressources et l'alimentation, on a 3 plantes qui font la moitié des ressources alimentaires mondiales. C'est le riz, le blé, ça ? Le riz, le blé, le maïs. Le maïs, ok. On a seulement 12 plantes qui sont les 3 quarts de ce qu'on utilise. En fait, on utilise 3% en agriculture de toutes les plantes comestibles. Donc il y a là une richesse potentielle énorme. Et puis dans la biodiversité, il y a aussi tous les services des écosystèmes dont on a parlé. Donc la pollinisation des plantes. 80% des plantes qu'on utilise en agriculture sont pollinisées par les animaux. Il y a la fertilisation des sols, il y a effectivement la purification de l'air, de l'eau. L'oxygène, ça rentre, la production d'oxygène, est-ce que c'est un service d'écosystème. Les plantes, en fait, capturent du CO2 et relâchent de l'oxygène. S'il n'y avait pas de plantes, on n'aurait pas d'oxygène, on ne pourrait pas respirer. Le climat est régulé par la biodiversité. Il y a énormément de choses qui sont... quand on parle de quelque chose qui est biodégradable, en fait, il est dégradable par la biodiversité. Si je vous laissais une pomme ici sans biodiversité, alors bon, c'est hypothétique parce qu'il n'y aurait pas de pomme s'il n'y avait pas de biodiversité, elle ne pourrirait pas, cette pomme. Elle resterait intacte comme ça parce qu'il n'y a pas de micro-organismes pour la biodégrader. On parle aussi des valeurs d'option.
Alors les valeurs d'option, ce sont les valeurs qu'on ne connaît pas encore, que pourrait recéler cette richesse de biodiversité et qu'on va peut-être découvrir demain ou dans 10 ans. Et il y a plein d'exemples, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau médecine, que ce soit au niveau, on a découvert il n'y a pas tellement longtemps des bactéries qui dégradent le pétrole et qu'on peut utiliser pour dépolluer les sols, ou qui dégradent le plastique, il y a aussi le cas. Donc des choses qu'on ne connaît pas encore, mais étant donné qu'on connaît très peu de la biodiversité, on a décrit une proportion assez faible finalement de la biodiversité sur Terre, donc on peut découvrir des choses encore. Un exemple que vous nous aviez donné en préparant cette émission, c'était le cas d'une petite grenouille qui est capable de garder ses œufs à l'intérieur dans l'estomac, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une grenouille qui a été découverte en Australie. Alors, c'est une grenouille qui donc a ses œufs à l'intérieur de son estomac, puis ses têtards, puis c'est juvénile et qui ne les fait sortir uniquement que lorsqu'ils sont suffisamment grands pour affronter la vie. Et les chercheurs, quand ils ont trouvé ça, ils se sont quand même posé la question de comment est-ce que la grenouille arrive à ne pas digérer ses têtards ou ses œufs, parce que l'estomac, c'est quand même le milieu le plus acide qui soit. Et ils se sont dit, c'est extraordinaire, parce que si on arrive à régler à découvrir ce qui se passe, on va pouvoir soigner les ulcères. Et les ulcères, c'est des millions de gens qui souffrent de choses assez compliquées et assez lourdes dans le monde. Et donc, ils sont vite repartis dans les marais en Australie pour rechercher cette petite grenouille qui venait juste de découvrir. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus de marais, il y avait des parkings à la place et que cette grenouille, on ne l'a jamais retrouvée. Et donc, elle est partie avec sa valeur d'option, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement fait s'éteindre une espèce, on a fait s'éteindre tout le potentiel de la valeur utilitaire, une des deux grandes valeurs qu'elle recelait. Alors tout ce que vous nous avez décrit là, c'est les valeurs extrinsèques. Voilà, c'est la valeur utilitaire, la valeur instrumentale, la biodiversité comme un instrument pour l'humanité. Et l'autre catégorie, c'est la valeur intrinsèque. Voilà, c'est la valeur de la biodiversité pour elle-même. La valeur intrinsèque, c'est indépendamment de ce qu'elle peut nous apporter, chaque espèce vivante a le droit, entre guillemets, moral, éthique, philosophique, de vivre. Il faut voir que chaque espèce vivante est en fait la résultante d'une lignée qui remonte à la nuit des temps de père et de mère, on va dire, pour certaines espèces, ininterrompue. Un succès ininterrompu qui a toujours réussi à survivre et se reproduire, quelle que soit l'espèce, qu'on parle du pou, qu'on parle du chien, qu'on parle d'une plante. Si on élimine un individu, et encore plus une espèce, on élimine tous les millions, milliards d'années d'évolution qui ont mené à cet individu-là. Est-ce qu'on pourrait sauver la biodiversité en insistant sur plutôt les valeurs utilitaires dont on parlait, et notamment de l'intérêt économique pour certains secteurs de la biodiversité? Je pense au tourisme, par exemple. L'argument économique, il est un petit peu dangereux parce que c'est l'argument économique qui fait qu'on détruit la biodiversité. Ce sont les activités humaines qui détruisent la biodiversité. Et donc, reprendre le même argument, mais à l'envers, ça peut être à la fois un outil très fort, puisqu'on sait que c'est un outil très fort dans les sociétés humaines, mais ça peut être aussi dangereux parce que ça peut donner un droit lorsqu'on a suffisamment d'argent pour détruire une forêt du moment qu'on paye, etc. Donc c'est un outil puissant à manier avec précaution. Ça fait longtemps que la communauté scientifique alerte notamment des politiques sur ces questions de crise de la biodiversité. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un décalage entre vraiment ce qui serait nécessaire de faire et ce qui est fait actuellement? Il y a un décalage énorme, un décalage qui se réduit un peu, et notamment du fait que les climatologues sont passés par là avant nous, avec le GIEC. Nous, on arrive derrière avec l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC. Donc, les esprits se sont ouverts, les gens commencent à comprendre, mais il y a quand même un décalage gigantesque. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une démarche un petit peu de chasseurs de papillons, de bisounours, que de bien aimer la nature et de vouloir la protéger, alors qu'en fait, c'est tout simplement vouloir se protéger soi. On peut imaginer tous ces réseaux d'êtres vivants liés les uns aux autres et qui dépendent les uns des autres, comme une espèce de toile d'araignée dans laquelle on fait partie de cette toile. Et si on enlève un ou deux petits points d'ancrage ou un ou deux nœuds dans la toile d'araignée, c'est pas trop grave, il y a de la redondance. Mais au bout d'un moment, on va commencer à en retirer trop, et il risque d'y avoir un effondrement avec des pans entiers qui s'effondrent, et on est dedans. C'est ça le problème. Merci Franck. Dans un instant, nous allons recevoir une de vos collègues. Elle travaille à partir de grands jeux de données. Elle en tire des tendances sur la réponse de la biodiversité aux changements globaux.
place à l'esprit d'équipe. Bonjour Céline Bellard, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse en écologie au CNRS, comme Franck. Et comme je le disais, donc vous travaillez à partir de grands jeux de données pour tirer donc des grandes tendances en matière de biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous tirer le portrait des espèces les plus vulnérables aujourd'hui ? Oui, alors en fait, on sait que les espèces vulnérables, elles ont certaines caractéristiques qu'on ne retrouve pas sur les espèces qui sont moins menacées, comme le fait d'être spécialiste d'un certain type d'habitat, donc de un ou deux types d'habitat, les espèces par exemple qui sont juste sur le milieu forestier, des espèces qui sont plutôt de grande taille. On a également les espèces qui ont des régimes alimentaires particuliers, sont toutes ces espèces qui vont être plus vulnérables que d'autres. Est-ce que vous avez des exemples d'espèces emblématiques à nous donner ? Oui, par exemple, on a le kiwi en Australie, qui est un petit oiseau en fait qu'on retrouve là-bas, qui est particulièrement menacé par les invasions biologiques. Et il a tout à fait ce profil. C'est aussi une espèce en fait qui n'a pas la capacité de vol, et donc elle ne peut pas du tout échapper aux prédateurs. Donc elle est complètement à la merci des prédateurs qui arrivent. Et vous parliez aussi d'espèces plus grandes. Typiquement, on pense à quoi ? L'ours polaire, par exemple ou... Oui, c'est ça. En fait, les espèces qui sont plus grandes ont des temps de génération plus longs également. Et du coup, elles peuvent moins facilement s'adapter aux changements qui arrivent, comme le changement climatique. Ou comme le bison encore, dont on parlait Exactement. plus tôt. C'est le cas pour des espèces végétales comme des espèces animales ? Alors, on a des caractéristiques pour les espèces végétales qui sont aussi assez proches sur les temps de reproduction, les temps de génération. Et effectivement, les espèces qui vont se reproduire plus lentement vont être plus sensibles que les espèces qui vont se reproduire plus vite. À l'inverse, quel est le profil des espèces qui sont favorisées par les changements globaux ? Alors, il y a des espèces en tout cas qui sont moins sensibles déjà dans un premier temps. Les espèces par exemple qui sont capables de grandes dispersions, elles peuvent échapper à la menace, donc c'est beaucoup plus facile. Ça va être par exemple le profil des espèces envahissantes. Ces espèces envahissantes, elles vont être capables de reproduction élevée, de dispersion élevée, elles vont être des espèces généralistes qui peuvent s'adapter à presque n'importe quel milieu. Et donc ça va représenter ces espèces-là qui vont être favorisées par les changements globaux. Et alors pour bien comprendre, quelles menaces représentent ces espèces envahissantes ? Alors c'est une menace importante à l'échelle mondiale déjà. En fait, la grande majorité des extinctions qui ont eu lieu dans des îles, elles sont liées à la présence d'espèces envahissantes. Et c'est également une menace pour les espèces qui ne sont pas encore éteintes, mais des espèces qui sont en déclin de taille de population et d'aire de répartition, parce que les espèces envahissantes prennent finalement leur habitat. On dit parfois que c'est la deuxième menace la plus importante après la perte d'habitat pour l'extinction des espèces. Bon, déjà, classer les menaces, c'est peut-être pas une très bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, effectivement, en fait, il faut vraiment tenir compte du contexte. C'est-à-dire que si on considère les extinctions dans les îles, les invasions biologiques, c'est une menace qui est clairement prédominante. Pour d'autres milieux, ça peut être plutôt la pollution. Pour les mammifères marins, par exemple, ça va surtout être la pollution et la surexploitation qui va être problématique. Donc c'est vraiment selon l'écosystème qu'on considère, selon le contexte, qu'on va avoir des menaces variées. Des fois, c'est des combinaisons aussi. Oui, effectivement. En général, la plupart des espèces qui sont aujourd'hui éteintes ou menacées, elles ne le sont pas du fait d'une seule menace, mais de la pression exercée par plusieurs menaces, et c'est entre 3 et 4 menaces par espèce. Vous parliez des îles, mais où est-ce qu'on retrouve le plus d'espèces invasives ou la majorité des espèces invasives ? Alors, en fait, le nombre d'espèces déjà exotiques dans le monde qui a été introduite par l'homme, c'est plus de 39 000. Donc c'est vraiment un phénomène qui est global et mondial. Mais leur impact, il est particulièrement problématique dans ces îles. Et les grandes zones envahissantes, ces hotspots d'invasion, c'est surtout l'Europe, l'Australie, l'Amérique du Nord et en particulier sur les côtes, qui sont un peu les voies d'introduction privilégiées de ces espèces. On voit là sur la carte, c'est ça ? C'est ce ça représente ? Et on voit également l'Afrique du Sud et en fait même les États, qui sont près de la mer pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des zones historiquement aussi d'invasion. Donc si je comprends bien, là où c'est le plus foncé, c'est là où on retrouve le plus d'invasion écologique. Oui, c'est là où on retrouve le plus d'espèces exotiques envahissantes et on retrouve un patron un peu similaire pour les espèces exotiques introduites par l'homme. Je suis étonnée quand même de voir l'Europe, on a cette image des îles, et je suis étonnée de savoir qu'en Europe, on a beaucoup d'invasions biologiques. Rien qu'en France, on est à plus de 2000 espèces exotiques, donc c'est un nombre qui est assez élevé. Il faut savoir que toutes les espèces exotiques ne vont pas avoir un impact négatif, mais
de fait, ces espèces, elles sont introduites par l'homme et ce n'étaient pas des espèces qui étaient là naturellement avant. Parce qu'elles viennent d'où, ces espèces ? Alors en fait, elles viennent d'un peu partout. C'est surtout les échanges commerciaux. Donc en Europe, on a beaucoup d'espèces qui viennent des États-Unis, de l'Australie. On a également énormément d'espèces qui viennent d'Asie, en fait. Et c'est vraiment les échanges commerciaux, les échanges également liés au tourisme qui sont à l'origine de ces introductions d'espèces. C'est pas volontaire. Alors ça peut être les deux en fait, c'est à la fois intentionnel et non intentionnel. Intentionnel par exemple quand on ramène une tortue de Floride comme animal de compagnie et qu'ensuite elle est relâchée dans la nature, c'est intentionnel. Mais ça peut être aussi de manière non intentionnelle. Si on fait de la randonnée en Australie et qu'on vient ensuite dans les Alpes faire de la randonnée, on a ramené des graines en fait sous ces semelles. Et donc là, c'est pas intentionnel, mais on a introduit une espèce qui n'était pas présente. Franck, vous avez travaillé sur le cas des invasions biologiques sur l'île Surprise. Donc ça se situe au nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, si je ne me trompe pas. Racontez-nous à quel type d'invasion on a affaire. Alors c'est une île assez petite, isolée. Donc là, on a un écosystème dans une petite bouteille. Et une île assez riche avec énormément d'oiseaux, avec des reptiles, des insectes, des plantes, etc. Et il y a quelques dizaines d'années, en fait, il y a une mine de guano qui a été ouverte là-bas. Même si c'est très isolé, il n'y a pas d'eau douce, il n'y a vraiment rien. Il y avait des colonies d'oiseaux tellement importantes que les fientes, qui sont très riches en azote notamment, sont des bons fertiliseurs, des bons engrais. Et donc, il y a une mine de guano qui a été ouverte pour exploiter ce guano. Et avec tous les allers-retours, en fait, il y a des rats qui ont été introduits dans cette île de manière accidentelle. Et les rats, ça mange un petit peu tout. Donc les rats, on a étudié ça pendant quelques années. Donc on a été alerté par des associations locales qui essayaient d'éliminer les rats et qui n'y arrivaient pas. Et donc on a dit qu'on pourrait essayer de le faire, mais qu'on voulait d'abord étudier l'intégration de cette espèce au sein du réseau trophique, voir quel était son impact réel et qu'est-ce qui risquait de se passer si on retirait l'espèce. Et on s'est aperçu que ils mangeaient non seulement les oisillons, les œufs de toutes les espèces d'oiseaux qui étaient sur place. Il y avait même une espèce qui avait déjà disparu le temps qu'on fasse l'étude. Mais ils mangeaient aussi les reptiles. Il y avait des petits geckos. Il y a les bébés tortues marines. Lorsque les tortues marines vont pondre sur ces plages et que les bébés éclosent, les rats qui vivent normalement au centre de l'île savent, je ne sais pas comment, que c'est le moment, et ils se retrouvent tous sur les plages, et c'est le festin des petits bébés qui passent. Il y a tous les insectes, les plantes, etc. Les rats avaient un impact vraiment très important sur des populations qui n'avaient jamais connu ce prédateur et qui n'avaient donc aucun moyen de lutter, aucune défense ni comportementale. Les adultes ne défendent pas les petits, par exemple, ni au niveau de la dynamique des populations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une reproduction plus rapide, par exemple, pour compenser une prédation. De toute façon, ça, c'est des adaptations qui prennent des temps immenses pour se mettre en place. Donc, Voilà, c'est un petit peu la complexité des invasions biologiques, c'est que ça arrive brutalement sur une population qui n'a pas évolué pour ça et qui n'a pas le temps d'évoluer souvent quand c'est dans une petite île. Si c'est sur un continent, c'est un peu différent. Mais c'est pour ça que les écosystèmes d'îles sont particulièrement menacés. Céline, est-ce que la diversité et le nombre des espèces qui sont présentes au moment de l'invasion, ça joue un rôle aussi ? Oui, alors on a des hypothèses sur le fait qu'effectivement, plus un écosystème en fait, est divers, à la fois en termes de nombre d'espèces, de fonctions également que cet écosystème va représenter, plus l'écosystème va être résilient finalement à la menace. Donc si on a plein d'espèces, on a des chances également d'avoir des espèces qui vont remplir des mêmes rôles écologiques, par exemple de services de pollinisation. Si on n'a qu'une seule espèce d'oiseau qui est responsable de la pollinisation d'une seule plante, si elle est éliminée, on va bien imaginer que la plante ne va plus être capable de survivre. Par contre, si on a plusieurs espèces d'oiseaux qui peuvent remplir ce rôle, l'écosystème il est plus résilient parce qu'on a plus de fonctions redondantes dans cet écosystème. Alors dans certains cas, l'humain peut intervenir et complètement anéantir les espèces envahissantes. Est-ce que ça, c'est une mesure de conservation efficace ? Alors oui, souvent en fait on parle de programme d'éradication, ça a été mené dans plein d'îles du monde et il faut savoir que sur les taux d'éradication, on est à peu près à près de 90% de taux de succès. Donc ça veut dire que oui, sur plus de 800 programmes d'éradication dans le monde, c'est des taux de succès qui sont remarquables et on a certains pays également qui sont extrêmement efficaces en fait dans les programmes d'éradication. C'est le cas de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande,
qui ont un historique en fait par rapport aux invasions biologiques. Alors, je me mets à la place des gens qui écoutent, on leur dit que finalement, là, on va complètement éradiquer des populations, ça peut faire peur, mais pourtant, c'est finalement pour rétablir l'équilibre. Oui. Alors, on n'éradique pas n'importe quelle population. Comme dans le cas de l'île Surprise, en fait, souvent, il y a un suivi qui est fait avant pour voir l'impact de cette espèce, pour être sûr que l'éradication va permettre justement aux espèces finalement natives de retrouver des effectifs qui sont viables. Et dans le cadre des programmes d'éradication qui ont été menés, ce n'est pas uniquement on contrôle ces populations, on les élimine, c'est aussi on s'assure que derrière, les populations locales bénéficient. Et dans la majorité des cas, c'est le cas, en fait, les risques d'extinction sont diminués pour la plupart des espèces. Justement, Franck, dans le cas de l'île Surprise, quels ont été les résultats de l'éradication ? Alors, on a éradiqué les rats en 2005, si je me souviens bien. Donc là, on est presque 20 ans après et on avait quelques suivis dans le temps après. Et on s'est aperçu que non seulement la végétation s'est remise à pousser un petit peu partout, mais les différentes espèces d'oiseaux qui étaient présentes là-bas ont eu des populations qui ont augmenté de manière assez différente les unes des autres parce qu'elles n'ont pas toutes le même rythme de vie, de reproduction, la même vitesse. On a des populations qui sont reparties très très vite et très très haut, et d'autres qui mettent un peu plus longtemps et qui sont reparties quelques années après, voire qui commencent seulement à repartir. Et les tortues marines, par exemple, alors les tortues marines, c'est beaucoup plus difficile de suivre parce qu'on n'a pas un suivi des adultes. L'avantage des oiseaux, c'est qu'ils se reproduisent sur l'île, donc on peut compter les adultes, on peut compter les nids, les couples qui se reproduisent, on peut voir les petits, alors que donc on a un taux de reproduction, de succès reproductif, c'est-à-dire qu'on voit à partir du nid combien arrive à maturité. Pour les tortues marines, c'est le contraire en fait. Elles viennent pondre sur l'île. On ne sait pas combien il y a d'adultes et on ne sait pas combien il y a de petits qui survivent. Mais on sait quand même, comme dit Céline, que à chaque fois qu'on intervient de cette manière, il y a un succès énorme et il faut voir que on met là dans la balance. Alors évidemment, ça amuse personne d'éliminer des populations qui font partie de la biodiversité quand on est des chercheurs ou des étudiants de la biodiversité. Mais on met dans la balance une population, quelques individus d'une espèce qui existe ailleurs, face à souvent une espèce entière et qui n'existe que là. Et aussi, il faut dire que cette phase d'éradication, c'est un petit peu la dernière solution. Avant ça, il y a ce qu'on appelle la biosécurité, il y a essayer d'empêcher les espèces d'arriver, et c'est là que tous les efforts sont mis, essayer d'empêcher les espèces d'arriver, et essayer de suivre quand une espèce vient d'arriver pour tout de suite éliminer le plus petit nombre d'individus possible, et de la manière la plus efficace possible. Alors, préserver la biodiversité, c'est évidemment un enjeu mondial, mais à notre échelle aussi, on peut agir. Par quelles actions? On a posé la question aux passants dans la rue. Écoutez leurs réponses. J'essaye d'être raisonnable. Je me déplace en transport en commun le plus possible. Éviter déjà la pollution, peut-être de trier plus les déchets, d'utiliser le moins d'électricité possible et d'essayer d'acheter le moins possible. Là où je suis, on n'a plus le droit de tailler les haies parce qu'il y a les oiseaux qui nichent. Et puis arrêter de tondre l'été. Il y a une solution très, très fondamentale qui est du bon usage de la lenteur. Nous sommes frappés par la vitesse, par l'accélération, etc. Ce qui est inutile puisqu'on détruit chaque jour des choses que l'on ne connaît même pas. Regardez, passe cet autobus, on voit des publicités qui nous infligent des choses dans notre imaginaire. On les achète, mais il faut qu'elles soient produites. Par conséquent, on consomme de l'énergie, etc. Nous revenons donc à ce concept d'écosystème. Nous sommes dans un écosystème. Après, il faut qu'on se bouge à l'échelle individuelle pour motiver un changement beaucoup plus collectif. Mais c'est vrai que tout ce qui est pesticides, notamment, ça passe notamment par la réglementation. Donc, on ne peut pas forcément y arriver juste en disant on va acheter bio. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément accessible. Il faudrait qu'il n'y ait pas le choix et que ce soit la seule mode de production disponible. Le respect de la biodiversité, tout ça, ça commence par des moins. Et je trouve que c'est une très mauvaise façon d'aborder les choses. Il y a un côté punitif, il y a un côté se priver de quelque chose, etc. Et je trouve qu'il vaut essayer de mieux passer par la curiosité. Moi qui travaille les plantes, il suffit de se pencher sur une fleur, sur une feuille, et c'est extraordinaire, quoi. De la même manière que, et Dieu sait qu'une araignée, a priori, n'est pas très belle, mais
quand on commence à regarder dans le détail, c'est ou au microscope, ou enfin, etc. Mais ça veut dire simplement quoi? C'est le geste d'y consacrer un instant et un regard, etc. quoi. Voilà, c'est tout. Franck, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire ce monsieur? Ah, j'ai adoré. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que on est dans le restrictif, dans le punitif, même si ce n'est pas forcément des pertes d'habitude, des pertes de confort si on perd des habitudes qui sont des mauvaises habitudes. Mais c'est vrai que l'angle de l'émerveillement, de la fascination, parce que la biodiversité, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Les araignées, elles ont 8 yeux. Si vous regardez les yeux avec un gros grossissement, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez extraordinaire que la plus sophistiquée des machines humaines ne peut pas reproduire. La toile de la file d'araignée, c'est une matière qui est à la fois élastique et d'une solidité que nous, on n'arrive pas à reproduire. C'est des choses qui sont assez formidables. Et quand on regarde la biodiversité, quand on regarde à quel point elle est fascinante, eh ben, on a envie de la protéger. Alors après, comment est-ce qu'on fait pour la protéger? Effectivement, ça passe par des moins, mais ça passe par des moins d'excès. C'est-à-dire manger un peu moins de viande. On n'est pas fait pour manger de la viande à tous les repas. C'est pas le régime normal d'un omnivore tel que nous. Donc manger un petit peu moins de viande, ça a un effet énorme. Faire attention, comme disait la petite fille, à moins consommer en général. Parce que on a vu tout à l'heure qu'il y avait 5 causes de perte de biodiversité et c'est tout dû aux activités humaines. Donc tout simplement, essayer de réduire un peu notre empreinte, essayer de regarder s'il y a des emballages dans ce qu'on achète, s'il y a de l'huile de palme dans ce qu'on achète, parce que l'huile de palme, c'est de la déforestation en Asie du Sud-Est pour planter ce qui va donner de l'huile de palme. De la même manière que la viande, c'est de la déforestation en Amérique du Sud pour mettre du bétail. Et donc tous ces petits gestes-là vont avoir un effet qui est finalement assez important parce qu'on est très nombreux. Et ce n'est pas forcément des pertes de confort que faire ce moins. Mais c'est vrai que la chose principale, c'est de s'informer et de voir à quel point la biodiversité mérite qu'on s'y arrête. On parle de changement individuel, mais si on passe maintenant à l'échelle collective, comme disait un monsieur dans le micro-trottoir, la France est dotée d'une stratégie biodiversité 2030 et parmi les mesures, on veut lutter contre les espèces envahissantes et on veut déployer des aires protégées sur 30% du territoire, dont 10% avec une forte protection. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je pense que il y a des objectifs en tout cas qui sont assez ambitieux et qui sont positifs pour protéger la biodiversité. Effectivement, pour les espèces envahissantes, l'objectif est de réduire de 50% l'introduction des espèces envahissantes. C'est un objectif qui n'existait pas avant, en tout cas qui n'était pas quantitatif, et d'avoir vraiment une valeur et un objectif de diminution des introductions d'espèces envahissantes, c'est important pour la lutte contre ces espèces, puisque comme Franck le disait, on peut éradiquer, mais l'idéal quand même, c'est de pouvoir limiter l'introduction dès le départ. Ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus efficace, et c'est dans ces cas-là qu'on protège vraiment efficacement la biodiversité. Et pour les aires protégées, en fait, c'est un objectif aussi qui est important, parce que même dans le cadre des espèces envahissantes, les espèces envahissantes sont moins capables de s'introduire dans des aires qui sont protégées, puisque l'habitat il est intact et en fait il est résilient à la présence d'espèces envahissantes. Donc il faut continuer à déployer les aires protégées, mais il faut surtout en fait des aires protégées qui sont de la protection forte. Et ça en fait c'est un peu dommage parce qu'en France métropolitaine, on a très peu d'aires protégées qui sont en protection forte, c'est surtout dans les territoires d'outre-mer. Et donc, il va falloir en fait faire un effort supplémentaire pour protéger à la fois en France métropolitaine, où on a aussi une biodiversité qui est importante, et dans les territoires d'outre-mer. Merci à tous les deux. Alors maintenant, on va s'intéresser plus à votre quotidien, justement. Quel est finalement le quotidien d'un ou d'une écologue? Comment devient-on écologue? Et quels sont vos meilleurs souvenirs? On découvre ça dans la prochaine séquence. Alors, Marine, quel chemin nos invités ont-ils emprunté? Il y a plein de parcours différents qui conduisent à la recherche. Vous, Franck, au bout de 5 années d'études, vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire. Comment vous êtes tombé dans la recherche? Quel était le contexte? Alors, effectivement, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et en fait, si j'ai continué 5 années d'études, c'est parce que je jouais à la montre. Tous les ans, je n'avais pas quoi faire d'autre, donc je rempilais. Et puis, en 5e année, donc l'équivalent de Master 2 maintenant, j'ai eu un stage de recherche, on avait un stage obligatoire et c'est là où il y a eu le déclic. Je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je ne trouvais pas. C'est parce que je suis fait pour faire de la recherche et je ne savais pas puisque je n'avais jamais essayé. Oui.
Vous aussi, Céline, vous avez découvert votre métier actuel sur le tard, pendant vos premiers stages de recherche en master. Vous aimiez déjà la biologie, les plantes, la génétique des populations, mais qu'est-ce qui vous a définitivement poussé vers l'étude de la biodiversité ? En fait, c'est assez marrant parce que finalement, je pense que je ne réalisais pas tellement qu'on était dans des enjeux de crise de biodiversité. J'étais finalement assez éloignée dans mon quotidien par rapport à ces questionnements-là. Et c'est vrai que mon premier stage, ça a été justement sur ces enjeux, sur une espèce menacée, qui était l'antilope tibétaine et qui était menacée par la surexploitation. Et donc ça a permis vraiment de me donner un premier pas et d'avoir l'impression, en tout cas, qu'à mon échelle, je pouvais aussi avoir un rôle pour protéger, pour conserver des espèces qui étaient menacées, même très, très loin, quoi. Et au quotidien, c'est quoi votre moteur? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Ce qui me motive, en fait, il y a deux choses. D'abord, d'apprendre. En fait, c'est un métier où on apprend tout le temps. Et on est en collaboration avec plein de gens du monde entier avec qui on ne s'attend pas forcément à travailler. Et la deuxième chose, c'est vraiment de travailler sur ces enjeux de conservation de la biodiversité et de changement climatique, puisque en fait, les deux crises sont liées. Et d'avoir l'impression, c'est ça, à mon échelle, d'amener en fait des connaissances supplémentaires et de pouvoir peut-être essayer de protéger, de convaincre les gens de l'importance de ces enjeux-là. C'est des sujets qui sont importants pour moi. Vous avez un autre point commun tous les deux. Vous êtes tous les deux arrivés premiers au concours du CNRS. Comment vous avez réagi en apprenant la nouvelle? Moi, j'étais vraiment très heureuse. Je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, quand on fait le concours CNRS, on ne l'a pas du premier coup. Ça demande quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Et donc c'était à la fois vraiment la réalisation d'un rêve et en même temps un soulagement aussi. Et vous, Franck? Oui, pareil, c'est un concours qui est extrêmement difficile avec énormément de candidats qui ont le même niveau que nous. Et des profils assez différents. Donc on ne sait jamais comment ça va se terminer. On a un fort espoir tous les ans. Tous les deux, on a aussi le point commun d'avoir essayé plusieurs fois avant d'y arriver. C'est pas le même concours, hein. On n'a pas exactement le même âge. Et de la même manière, c'est un soulagement énorme parce que d'abord, être chercheur ou chercheuse, c'est un métier extraordinaire. C'est le plus beau métier du monde, après journaliste. Et c'est vraiment un métier où, en plus, au CNRS, on a une énorme liberté d'action. Et étant donné que ce qui nous motive souvent en premier lieu, outre l'objet d'étude qui peut être, comme dans notre cas, un des gros problèmes à résoudre pour l'humanité, ce qui nous motive en premier lieu, c'est la curiosité, le besoin de savoir, d'apprendre, de comprendre. Mais pourquoi? Mais comment ça marche? Mais comment ça fait si on fait ça? Et ça, c'est peut-être un trait de personnalité que je pense la plupart des chercheurs partagent. Et là, en fait, on va nous payer à vie pour pouvoir répondre à toutes ces questions qu'on se pose sans arrêt dans notre tête avec la liberté d'outils qu'on peut utiliser. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Ouais. Alors Céline, vous avez plusieurs casquettes puisque à côté de la recherche, vous êtes aussi éditrice en chef d'une revue scientifique internationale. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors, je ne sais pas si je dirais que c'est à côté de la recherche, parce qu'en fait, ça fait partie aussi intégrante du métier de chercheur d'évaluer le travail des scientifiques du monde entier. Et dans ces évaluations, en fait, il y a des éditeurs en chef. Donc, les éditeurs en chef, leur travail, c'est donc, on reçoit en fait des articles du monde entier. Dans le cadre du journal où je suis éditrice en chef, c'est entre 200 et 300 par an. Donc, des articles qui viennent de Chine, des États-Unis, d'Angleterre, d'Afrique, d'Inde. Et à partir de là, en fait, on évalue leur qualité. Est-ce que ces articles sont suffisamment robustes en termes de méthode, des résultats qu'ils apportent? Est-ce qu'ils sont suffisamment intéressants par rapport au sujet de la revue? Et donc, ce n'est pas moi qui fais ce travail toute seule, hein. Ensuite, on a des éditeurs associés et en fait, des scientifiques du monde entier qui acceptent gratuitement sur leur temps en fait, d'évaluer le travail de ces chercheurs pour savoir est-ce que la qualité, est-ce que les résultats correspondent aux questions qui ont été posées. Et à partir de là, en fait, les articles sont publiés ou non dans la revue.
En parlant de publication, Franck, vous avez participé à plus de 200 articles scientifiques et pour en faire autant, vous travaillez sur plein de projets de recherche en même temps. Comment vous faites pour vous y retrouver au milieu de tous ces projets ? Alors déjà, je ne m'y retrouve pas toujours. Comme vous dites, j'ai beaucoup de collaborateurs. J'ai plus de collaborateurs que j'ai d'études publiées, parce que je ne travaille pas toujours avec les mêmes personnes. Et donc c'est du travail d'équipe, c'est du multi-travail d'équipe sur des sujets qui sont parfois assez différents, mais des fois qui sont un faisceau d'études un petit peu similaires sur des objets différents ou avec des questions différentes. Alors comment est-ce que je m'y retrouve avec l'habitude, on va dire. J'ai commencé avec moins d'études et puis au fur et à mesure, j'ai appris à jongler avec plus que 3 balles. Ceci dit, personne n'est infaillible. Hein. Par exemple, il vous est arrivé de manquer des événements importants. Je crois que vous avez une anecdote à nous raconter oui, sur un congrès à alors Londres. en fait, je dirais même que dans mon cas, c'est plutôt le contraire. Ça m'arrive des fois de ne pas rater les choses. Là, c'était en fait ma première conférence invitée pour faire ce qu'on appelle la présentation plénière, donc l'ouverture devant l'ensemble de tous les scientifiques qui viennent ensuite présenter à tour de rôle des travaux et discuter ensemble. Et donc c'était à Londres un voyage assez important pour moi parce que pour la première fois, j'allais présenter à tous les experts ce que j'avais fait. C'est un peu de pression, donc je suis arrivé avec quand même un petit peu de pression. Et mon hôte, celui qui organisait la conférence, quand il m'a vu arriver, il s'est décomposé. Il m'a dit mais t'étais où ? Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne sais pas, j'arrive, il me dit mais tu devais arriver hier soir. Et en fait, j'avais raté de 24 heures la conférence. Et du coup, vous n'êtes pas intervenu ? Alors en fait, ils m'ont décalé d'un jour. C'était apparemment assez attendu puisque les gens me disaient pendant toute la journée mais alors ce Français là qui a disparu, on a des nouvelles finalement. Oui, c'était moi. On a eu de la chance. Nous, vous êtes arrivés même avec 2 minutes d'avance. Donc j'ai appris depuis. Alors cette expérience sur le plateau de Science en question, c'est pas votre première expérience de vulgarisation. Vous avez même publié un livre, L'écologie pour les nuls, en 2009. Transmettre les connaissances, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui, non seulement ça me tient à cœur parce que je travaille sur des sujets qui sont formidables et donc j'ai envie de les partager, sur un objet, la biodiversité, qui est fascinant, donc j'ai envie de le partager. Mais c'est aussi important parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, notre métier, c'est d'apaiser la curiosité de l'être humain, d'essayer de comprendre son environnement, comment il fonctionne. Et en plus de répondre à des questions sociétales importantes pour nous maintenant. Et donc on est payé par la société pour répondre à temps plein aux questions pour tout le monde. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la société est suffisamment riche et organisée pour offrir cette possibilité à des gens qui vont donc normalement pas juste chercher des informations, mais après les faire percoler dans la société. On est censé pas seulement chercher, sinon ça sert à rien, même si au travers des journaux scientifiques, entre nous, on est au courant des résultats les uns des autres. C'est comme ça qu'on construit la recherche, sur la base des autres travaux. Mais après, il faut évidemment, pour moi, ça fait partie intégrante du rôle de chercheur, dire ce qu'on a trouvé. Et donc pour moi, la vulgarisation, que ce soit les livres ou que ce soit les émissions de télé, les interviews dans les journaux, les autres supports, c'est pour moi vraiment essentiel. Céline, en 2022, vous avez reçu le prix de l'engagement Irène Joliot-Curie, qui récompense les femmes scientifiques et qui a mis en lumière vos recherches sur la biodiversité. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix ? Donc déjà, c'est une reconnaissance, c'est important en recherche parce qu'effectivement, la recherche, c'est quand même, c'est une aventure qui est super, mais qui peut être avec pas mal d'échecs. Et donc d'avoir aussi de la reconnaissance, c'est important. Et c'est un engagement qui est double, à la fois sur les enjeux de biodiversité, qui donc sont des enjeux pour la société importants et les thématiques sur lesquelles je travaille. Donc ça permet de mettre en lumière un peu cette crise de biodiversité dont on parle un peu moins finalement dans les médias. Et également les enjeux de la place des femmes dans la science en général et d'essayer en fait de promouvoir les carrières scientifiques chez les jeunes femmes qui finalement se détournent un peu de ces carrières scientifiques. On glisse doucement vers la fin de cette émission, mais avant de se quitter, découvrons les hobbies de nos invités. Place au coup de cœur des invités. Alors Marine, qu'as-tu appris sur nos 2 invités ? Alors j'ai appris que Franck, vous étiez un coureur aguerri. Vous avez notamment fait un Ironman en 2022. Pour rappel, c'est une course extrême qui est
conçus pour repousser les limites du corps humain. Donc on a 4 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc 42 km de course. Pourquoi vous vous êtes lancé ce défi ? En fait, la réponse est contenue dans la question parce que c'était un défi et que j'aime bien les défis. À l'époque, je partais pour faire une année de travail aux États-Unis et je voulais changer de sport. Jusqu'à maintenant, je faisais du rugby. Et là-bas, je suis un peu trop vieux pour faire du football américain. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose en Californie, un peu dehors. Et puis, j'avais commencé à courir depuis à peu près 6 mois. Donc, je me suis dit, je vais pas seulement courir, je vais faire du triathlon. Le triathlon, c'est le sport roi un peu en Californie. Je savais pas nager, j'avais pas de vélo. Donc, il fallait que je m'y mette un peu. Mais après, j'ai toujours un peu cette tendance à essayer de relever des défis, de voir où sont mes limites, de repousser mes limites. Et donc oui, des journées comme ça, avec 14 heures de course à la file, c'est bien pour essayer de voir où sont nos limites. Cet Ironman, vous en faites un compte-rendu assez complet et plein d'humour sur votre blog personnel. Et vous parlez entre autres de toute la préparation physique. Et vous disiez, je vous cite, votre niveau en natation était celui d'un poulet épileptique. Est-ce que dans un sens, ça ne demande pas autant d'efforts et de persévérance que le métier de chercheur ? Alors oui, c'est ça. Céline disait tout à l'heure, le métier de chercheur, il est assez stressant. C'est un des métiers qui est les plus évalués au monde. Et il est construit sur finalement une série d'échecs jusqu'à ce qu'on arrive à trouver ce qu'on veut trouver. On n'arrive jamais à trouver la chose du premier coup. Ça, c'est que dans les séries américaines qu'on voit ça. Effectivement, l'Ironman, c'est quelque chose qui est aussi dans des durées de temps long où il faut s'entraîner. Alors en l'occurrence, là, c'est les gens pour faire ça, ils s'entraînent entre 15 et 25 heures par semaine. Donc et puis ils s'entraînent des fois pendant 1 an, 2 ans. Pour y arriver. Donc c'est des choses qui permettent de voir à long terme, de s'organiser de manière importante, de stratifier la montée en puissance, le quotidien, comment est-ce qu'on peut gérer toutes ces choses-là. Et puis le mental, parce que comme c'est difficile la recherche, il faut aussi avoir un mental et notamment il faut avoir de la résilience, comme la biodiversité. Il faut pouvoir se relever. Et alors, vous êtes satisfait de votre performance ? J'étais surtout très content d'être arrivé au bout de 14 heures. Oui. Vous, Céline, vous avez plusieurs passe-temps, dont la lecture, et un coup de cœur que vous avez choisi de partager, c'est le livre « Printemps silencieux » de Rachel Carson. Pourquoi ce livre en particulier ? Alors c'est un livre, je pense, qui est important parce que c'est un peu la première lanceuse d'alerte sur la crise de biodiversité, donc qui parle justement de l'impact des pesticides aux États-Unis. Et elle a fait en fait... c'est comme une grande étude scientifique. Elle a recoupé en fait plein d'études scientifiques et elle l'a vulgarisé pour le grand public. Et c'est à partir en fait de ce livre qu'il y a eu l'interdiction du DDT et qu'il y a eu un mouvement un peu écologiste qui a commencé à démarrer aux États-Unis, puis ensuite qui a continué en fait en Europe. Le DDT, si vous pouvez recontextualiser. C'était un des pesticides majeurs qui était utilisé aux États-Unis pour justement enlever les mauvaises herbes et puis pour tuer en fait, tout ce qui était inutile selon les utilisateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux pour ce nouveau regard ou cet autre regard sur la biodiversité. Bien sûr, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Science en question. À bientôt pour d'autres découvertes scientifiques. Ciao les sorciers.